Dans ce nouvel épisode, j'accueille Andrea Ganovelli. Andrea est cofondateur de Greengot, une néobanque verte qui met l'argent des particuliers au service de la planète. Jusqu'ici, dans ce podcast, j'ai reçu des personnalités engagées dans des grandes entreprises. Andrea, lui, est entrepreneur. Il nous a parlé de son parcours et de sa volonté de construire un nouveau modèle de banque plus désirable. Dans cet épisode, on a clarifié le lien entre finance et réchauffement climatique. On a aussi parlé des caractéristiques de Greengot, de son ambition. Vous allez aussi sentir que la transparence a été le fil conducteur de cette conversation. Peut-être est-ce une des briques du futur désirable de la finance. C'est parti. Bonjour Andrea. Salut. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Dessinement un futur désirable. Merci de m'inviter. C'est trop chouette de t'avoir ici parce que jusqu'ici, en fait, on a eu pas mal de personnes qui travaillent plutôt dans le monde des grandes entreprises. Tu me l'avais d'ailleurs fait remarquer quand on s'était rencontrés en amont. Donc, génial de t'avoir toi qui est en train d'être dans cette aventure entrepreneuriale avec Greengot et tu vas pouvoir nous en parler. Donc voilà, trop bien de pouvoir aussi parler de finance et de transition environnementale. On va aborder plein de sujets passionnants. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te laisser te présenter, mais sans me parler de ton métier. C'est la petite question avec laquelle j'aime bien commencer. C'est une question pas facile parce que mon métier prend beaucoup de place dans ma vie, Ouais. Beaucoup d'heures et beaucoup de journées. Mais J'imagine. en dehors de ça, moi je m'appelle Andrea, j'ai 30 ans, je viens du sud de la France, j'habite à Paris depuis 3 ans, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, j'ai vécu en Norvège, très très beau pays, Okay. en Irlande, à Dublin, sympa mais un peu moins bien que la Norvège. J'ai vécu à New York, très très chouette ville. Pays Ouais. un peu moins sympa, un peu agité en ce moment aussi, Ouais, mais la ville est canon. Et sinon, moi, donc en dehors de mon travail, j'ai plein de sujets qui m'intéressent. L'environnement, c'est aussi une des choses qu'on va évoquer aujourd'hui. Depuis tout petit, en fait, moi, je suis venu à l'environnement parce que j'aimais beaucoup la nature. Moi, je viens du sud de la France. Alors, quand je dis le sud de la France, on va dire le pourtour méditerranéen, un peu la Corse, pas mal d'endroits qui ont l'habitude de brûler l'été. Quel coin exactement, tu peux nous dire? Je suis né à Nice, j'ai grandi à côté de Marseille, avec pas mal de familles en Corse, donc voilà, Méditerranée, on va dire. Et en fait, donc c'est des coins qui brûlent assez souvent l'été, et ça m'a toujours fait très très mal de voir ces natures qui brûlaient. Quand je suis allé en Norvège, j'ai découvert des paysages absolument fabuleux qui, alors, brûlaient pas, mais qui quand même commençaient à se dégrader par des activités humaines et par pas mal de choses, et ça m'a fait prendre conscience que il fallait que l'humain en fait agisse là-dessus, parce que la planète, l'environnement, c'est des équilibres, et l'humain les a de par son pouvoir, de par sa force, les a déséquilibrés. Et je crois que c'est du coup à l'humain de soit réussir à rééquilibrer ça, soit à réussir à se freiner. Enfin, on pourra parler de ça longtemps après. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, l'environnement m'a toujours beaucoup attiré, enfin, surtout depuis que j'ai 18-20 ans. Ouais. Et j'ai toujours beaucoup lu sur le sujet. Alors maintenant, depuis que je fais Greengot, j'essaye de toujours autant lire, mais je lis beaucoup moins sur le sujet, ce qui est assez paradoxal. Mais D'accord. en fait, quand mes journées de travail sont à parler de ces sujets toute la journée, j'ai besoin le week-end et le soir de penser à autre chose, de faire autre chose, de me déconnecter. Ouais, Donc je lis beaucoup d'histoire. Alors d'histoire avec un grand H, je suis un fan d'histoire. D'accord. Alors du coup là, je sais qu'aujourd'hui on est censé parler du futur. Oui. Mais bon, l'histoire, ça permet aussi de voir certaines erreurs qui ont été faites dans le passé, et essayer de ne pas les reproduire. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, sinon, je pense que c'est bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Comme tu le disais, c'est une question qui n'est pas facile. Moi, j'ai envie de rebondir sur un point. Tu me disais que depuis tout petit, tu avais été particulièrement touché, marqué par les feux de forêt. Et en plus, cette année, on en a eu encore énormément, plutôt là, dans le sud-ouest. Est-ce que tu as commencé à avoir des actions depuis tout petit? Est-ce que tu te souviens de choses que tu as faites à un moment? Depuis que je suis petit, alors ça a pas forcément lieu directement au feu de forêt puisqu'on me parlait de ça, mais j'ai toujours fait très attention à l'eau depuis que je suis petit, parce que le stress hydrique, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait peur. J'ai toujours fait très très attention à l'eau. Je grondais toujours mes parents même quand j'avais 6 ans parce qu'ils laissaient couler l'eau, ou mon père qui avait tendance à arroser un peu trop. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on se prend un peu trop la tête tous les deux à cause de ce sujet-là. Donc ouais, rapidement, l'eau, c'est vraiment un truc qui, moi, à mon échelle, j'essayais de faire beaucoup depuis tout petit. Donc ma prise de conscience environnementale et des problématiques du réchauffement climatique, elle date de ma vingtaine à peu près. Ouais. Mais déjà tout petit, je faisais très attention à ça. Et au moment de ta vingtaine, qu'est-ce qui a fait que là, tu as eu ce que du coup tu définis comme ta prise de conscience? J'imagine que c'est un moment où
ah ça y est, ça a commencé à prendre plus de Ouais, place alors dans en fait, ta vie? je sais que très souvent les gens qui agissent comme ça, ils aiment bien raconter un peu le storytelling de ils ont eu un gros déclic. C'est pas forcément mon cas. Moi, ça s'est fait de façon assez progressive, de par des lectures, Ouais. de par quelque chose d'un peu bête, mais les reportages de Our Planet et Blue Planet que t'as peut-être dû voir sur Netflix avec Ça la me voix dit de David quelque chose, ouais. Attenborough. Et en fait, c'est Ouais. très orienté sur la nature, les animaux. Et en fait, à chaque fois, à la fin, il dit avec sa voix très très grave, mais l'humain est en train de détruire tout ça et tout. Et donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, des lectures, des écoutes d'interviews, ce genre qui me dit, putain, il faut quand même, il faudrait que je fasse quelque chose. Et du coup, mon engagement s'est fait aussi après de façon très progressive. D'abord en me disant, bah, je me fais un jour végétarien par semaine, ensuite je Mmh. passe à 2. En fait, je me rends compte que c'est pas si difficile, je passe à 7. Et en fait, j'y suis venu petit à petit en faisant d'abord des efforts d'un point de vue très personnel, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah, en fait, si je faisais ça d'un point de vue pro aussi, quoi. Et justement, si on rebondit sur ce point, donc j'imagine que tu as commencé ta carrière dans quelque chose qui n'était pas du tout lié au développement durable et à un moment, tu as eu quelque part un switch. Est-ce que tu peux nous en parler de ce moment-là où tu as eu Ouais. cette prise de conscience, et professionnellement, tu as souhaité t'engager? Bah, en fait, si tu veux, alors moi, je travaillais chez Pernod Ricard, donc Mmh. le groupe de spiritueux qui est très connu en France pour le Ricard, mais qui est présent mondialement pour plein d'autres spiritueux. C'est pas l'industrie, c'est pas la pire industrie. On n'est pas sur un énergéticien qui fait du fossile. Mais c'est pas non plus l'industrie la plus vertueuse parce que pour produire un litre de whisky, il faut énormément d'eau. Pour faire de la tequila, bah, il y a quand même pas mal de cultures d'agave ou de plein d'autres choses. Et ça s'est fait vraiment. Alors un jour, j'ai quand même quelque chose qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'un jour, on était sur une conférence et il y avait un des boss de la supply chain qui dit bon bah ouais, on fait du déchet en verre, mais de toute façon, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est notre industrie. Et ça m'a fait quand même un peu mal parce que il y avait quand même pas mal de choses qui étaient mises en avant, surtout sur certaines marques, la vodka Absolute par exemple, qui c'est vraiment de faire un truc très éco-friendly. Mmh. Mais en fait, là, j'ai compris que beaucoup de ce qui était fait, c'était de la façade et que moi, ça m'allait pas d'essayer de faire mieux dans une industrie qui était déjà présente, c'était pas assez. Et il faut des gens, hein, il faut des gens dans ces industries. Moi, je suis persuadé qu'on changera aussi ces grosses industries de l'intérieur. Mais moi, je pensais que ma meilleure façon pour agir, c'était d'agir en dehors et de créer quelque chose qui vraiment allait pouvoir transformer autant que je peux la société et agir en tant que concurrent à ces gens déjà établis. OK. Effectivement, c'est un parti pris très fort. Est-ce que tu avais essayé à l'époque de faire quelque chose? J'ai reçu sur ce micro, tu le sais bien, plein de personnes qui travaillent dans ces grandes entreprises et qui essayent de faire bouger les choses et qui m'ont exprimé effectivement à quel point parfois ça pouvait être compliqué. Est-ce que toi, tu as essayé de te frotter à ça? Ouais, moi j'ai essayé, mais après, voilà, je bossais là-bas, j'avais entre 24 et 27 ans. Ouais, C'est difficile à cet âge-là, quand en plus tu bosses sur la partie finance, business analyst, de vraiment en fait avoir un impact là-dessus. En devenant un peu plus senior, j'aurais pu probablement, mais il aurait fallu quelques années. Et ça n'était pas ce que je souhaitais faire moi aujourd'hui. Je considère qu'il faut agir vite et que chaque année perdue est quelques dixièmes de degrés supplémentaires et que ouais. du coup il faut vraiment agir. Et moi, de pouvoir attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir avoir un impact, c'était pas ce que je souhaitais pour ma vie. OK. Effectivement, c'est l'action vite, le GIEC nous l'a rappelé bien évidemment avec, le rapport qui est sorti cette année, on a 3 ans pour agir. Donc effectivement, Alors ça presse. ouais, sur ça, alors on a 3 ans pour agir, mais moi je suis pas ceux qui considèrent que si on fait rien dans les 3 ans, on est mort, parce qu'en fait la réalité c'est que euh, qu'on soit à 2, en fait, entre plus 2 degrés, parce que 1,5, je crois qu'il faut se le dire, ça va être Ça compliqué, va être mais compliqué, qu'on ouais. soit à 2 ou à 3, enfin, entre 2 et 3, il y a 2,1, 2,2, Oui, la différence est et c'est énorme. ça. Et c'est pour ça que je trouve que la communication du GIEC a été un peu maladroite de dire on a 3 ans pour agir. Je comprends ce qu'ils ont fait, hein, de dire il faut vraiment agir vite, mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça a désespéré et que ça a dit bon bah, c'est mort quoi. Et ça, c'est un peu dommage, je pense. OK. Et qu'est-ce qui aurait été mieux selon toi au niveau de la C'est communication? super difficile, hein, Ouais. parce qu'en fait, c'est un problème qui est d'une complexité folle. Je pense que c'est une des premières fois. Alors, il y a eu, on parlait d'histoire, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la couche d'ozone, il y a eu d'autres sujets qui ont été un peu quand même globaux comme ça. Mais le gros problème du réchauffement climatique et de la destruction de la planète, c'est qu'en fait, on n'a pas une bulle d'oxygène chacun, personnel. Et en fait, les efforts que je fais moi, ils vont autant profiter aux autres qu'à moi. Et on a quand même une certaine forme d'égoïsme parce que bah il y a plein de gens qui disent bon bah en fait j'ai qu'une vie et je préfère la vivre à fond et puis tant pis pour ce qui se passe derrière. Et du coup c'est pour ça que c'est un problème qui est très difficile même à communiquer parce que c'est un problème qui est au-delà de pas être totalement personnel, qui est un problème de long terme
et c'est difficile de dire aux gens qui, pour certains, en fait, ont du mal à finir le mois, de se dire qu'il faut aussi se préoccuper du futur. Donc c'est aussi pour ça que, en termes de communication, en termes de psychologie, en termes de marketing, on parlera peut-être après de désirabilité, Ouais, bien il y a sûr. il y a beaucoup de travail à faire et que on entend souvent des gens dire ouais, est-ce que le marketing a sa place dans ce combat-là? Moi, je considère que le marketing, c'est de la psychologie. Et du coup, bah ouais, évidemment, ça a son rôle et je pense que sans ça, on n'y arrivera pas. On est allé déjà super loin, donc c'est trop bien. On reviendra sur le sujet du marketing après. Moi là, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'effectivement, la communication et l'acceptabilité quelque part sociale, c'est vraiment un point clé sur la transition qui impose de s'appuyer sur énormément de leviers, que ce soit des discussions au sein du débat public, d'appuyer la pédagogie sur le sujet et de faire comprendre à tout le monde que oui, tout le monde a son rôle à jouer. Et pour moi, ce point-là, il est aussi fondamental. Écoute, j'ai envie maintenant qu'on passe à un autre sujet, mais qui est bien sûr intimement lié, qui est celui du lien en fait entre finance et transition environnementale. Donc je l'ai dit en intro, aujourd'hui tu es cofondateur de Green Got. On y reviendra juste après, je te laisserai nous expliquer un peu plus ce qu'il en est. Mais pour bien comprendre pourquoi tu as créé Green Got, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer en fait quel est le lien entre réchauffement climatique et finance. Parce que je pense qu'aujourd'hui ce lien, il n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ouais, bah t'as carrément raison, hein. Nous, quand on a commencé au tout début, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais au tout début, quand on disait aux gens que leur banque et leur compte en banque polluaient, les gens nous disaient bah ouais, il y a des serveurs informatiques, il y a des ordinateurs et il y a des agences. Et alors ouais, mais Oui. en fait non quand même. Enfin, c'est pas vraiment la principale source d'émissions de CO2 ou Ouais, de tu ne parlais pollution. pas de ce type de On pollution, en parlait pas fait. vraiment de ce type de pollution. Aujourd'hui, la finance, ça permet plusieurs choses. La finance, ça a à la fois une valeur d'échange, parce que c'est grâce à l'argent qu'on va acheter, vendre. Donc, si on se focalise que sur ce prisme-là, la finance est au cœur de pratiquement toutes nos activités humaines. Alors oui, il y a un peu de bénévolat, il y a des associations, mais la quasi-totalité de la consommation de biens ou de services se fait via la finance, via des échanges monétaires. Ouais. Donc la finance peut avoir un premier, euh, un premier levier d'action qui est sur ces échanges-là, directement, en essayant de permettre aux gens d'orienter leur consommation d'une façon différente, en rendant peut-être certains produits moins chers et certains plus chers par plein de choses. On pourra parler aussi, si tu veux, après de blockchain et de plein de choses super intéressantes là-dessus. Ouais. Mais surtout, au-delà de ces aspects d'échange monétaire, la finance, elle permet de financer comme son nom l'indique, des activités futures, avec des prêts, des crédits, de l'investissement. Et ça, en fait, aujourd'hui, les banques et la finance mondiale continuent encore largement de soutenir les énergies fossiles et des industries qui sont mauvaises pour la planète. La réalité, c'est que les banques prennent énormément d'engagements. Depuis la COP 21, elles se sont engagées à réduire leur financement et leurs investissements, Mhm. mais dans les faits, c'est pas ce qui se produit. C'est pas ce qui se produit. Les banques françaises ont énormément augmenté leur soutien aux énergies fossiles. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est quand même de 60% depuis 2015. Ok. Je crois que l'an dernier, il y en a une ou deux qui ont un peu baissé 2021 par rapport à 2020, mais si on dézoome un peu, ça reste encore une grosse progression. Et pourquoi elles font ça? En fait, on en parlait tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, à court terme, bah, c'est ce qui les rémunère, et c'est des banques qui ont à leur tête des comités exécutifs, des présidents qui ont des objectifs qui sont de servir à court terme des dividendes des actionnaires et du coup regardent beaucoup moins le long terme. Et ça, on a en Europe, en Amérique du Nord, des grandes banques qui sont nées en même temps que les principales révolutions industrielles. Dans les Euh, années 1850. ouais, c'est Ouais. ça, entre 1850 et le début du XXe siècle. Et en fait, bah, elles sont nées principalement grâce au financement. Alors, c'est pas le cas de toutes les banques, hein. Quand on regarde les banques italiennes, il y en a beaucoup qui sont nées beaucoup plus tôt que ça. Et qui aujourd'hui, alors l'Italie c'est un marché assez particulier, il y a beaucoup de banques en Italie qui sont petites, qui sont en train de se consolider, mais disons pour la France, pour les États-Unis, l'Allemagne ou l'Angleterre, elles sont nées en même temps que les grandes révolutions, en même temps que le pétrole, le charbon, et du coup en fait elles sont gavées d'actifs pétroliers et de charbon. La Standard
Oil, qui était le Rockefeller, l'entreprise de pétrole de Rockefeller. En fait, il y a, je crois que c'est JP Morgan Chase, je crois qu'il y a une des branches qui à la base était la banque de Rockefeller pour financer ses activités de pétrole. Exclusivement. Ok. Bon, après ça a bien changé, il y a eu des fusions dans tous les sens, mais la toute base c'est ça. Et en fait, c'est aujourd'hui ces banques-là, je pense pas que les gens qui sont à la tête de ces banques-là, ou en tout cas j'espère pas, ils sont pas climato-sceptiques, ils ont compris qu'il y avait un problème, mais ils ont aussi conscience que il leur faudra du temps, il leur faudra beaucoup de temps avant d'agir, et que du coup ils prennent leur temps, ils le prennent un peu trop, et il se passera pas grand-chose avant encore 20, 25 ou peut-être 30 ans. Et c'est là le problème, c'est que c'est maintenant où il faut agir, et que rien ne se passe parce qu'il y a trop de connexions entre les deux, parce que les actionnaires d'un sont aussi les actionnaires des autres, les membres du COMEX de certaines sont aussi au COMEX des autres, et que si un tombe, l'autre tombe aussi, et donc c'est un gros problème. Ok, si je récapitule là tout ce que tu nous as dit pour un petit peu reclarifier les choses, donc la finance d'un côté on a l'échange monétaire auquel quelque part on peut tous toucher au quotidien, et dans un autre côté on a la finance qui concerne plutôt l'investissement dans le futur. Ouais. Donc là, qui va être géré par toutes les banques et les grandes institutions financières qu'on connaît. C'est ça. Et donc, t'es revenu aussi pas mal sur l'histoire. Ouais. Et on sent en fait que les banques sont nées en fait dans cette révolution industrielle, qu'aujourd'hui elles sont intimement liées, et que se séparer du financement d'énergies fossiles est très difficile. Ouais, est-ce que tu aurais un exemple, parce que quand on dit soutenir les énergies fossiles, est-ce que tu as un exemple hyper concret pour nous expliquer de quoi il s'agit, on est sur quel type de projet par exemple? Ouais. Je rappelle juste que les énergies fossiles, pour nos auditeurs, on parle bien de pétrole, charbon et gaz. Ouais. Alors, juste un truc que j'ai pas précisé. Aujourd'hui, une banque, elle a plusieurs façons de soutenir des entreprises. Elle peut soit accorder des prêts, soit acheter des actions, ou alors, bon, plein de formes de prêts différents, mais on va simplifier en disant que c'est les deux leviers principaux. Et ça, elle peut le faire avec de l'argent qui peut devenir de deux sources différentes. Elle peut le faire soit avec l'argent des épargnants. Ouais. Donc ça peut être de l'argent qu'il peut y avoir sur des assurances vie, sur des comptes, un petit peu des comptes courants, etc., des livrets A, tout ce que tu veux. Mais la principale source de financement des banques, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. Ça, il y a très peu de gens qui savent ça, et peut-être qu'il y a des gens qui disent mais ce qu'il dit c'est un complotiste, c'est un fou, mais non, c'est vraiment ça. Les banques créent de l'argent en fait. Ok. Quand une banque te prête de l'argent pour que tu achètes un appart, c'est pas forcément, mais c'est très souvent pas le cas, l'argent d'une autre personne qu'elle te prête. C'est de l'argent qu'elle a créé. D'accord. Et ça s'appelle la création monétaire. Ouais. Et donc en fait, la banque, c'est très simple, quand elle te prête 100 000 euros pour acheter un appartement, c'est un petit appartement, vraiment, il y a quelqu'un qui va aller sur un ordinateur et qui va mettre plus 100 000. Cet argent vient de nulle part. Ok. C'est ce que s'appelle la création monétaire. Alors évidemment, elle est encadrée. Il y a des ratios et sur laquelle la banque ne peut pas aller au-delà. Si elle le fait, elle se fait taper dessus, elle a de très très grosses amendes. Mais donc voilà, c'est le principal levier de financement des banques. Et on a trop souvent tendance à penser que c'est la BCE ou c'est la Banque de France qui crée de l'argent, mais non, c'est vraiment les banques commerciales. La BCE crée aussi de l'argent, mais c'est compliqué, c'est de l'argent qui circule que entre les banques. Mais l'argent que nous on utilise, le commun des mortels, est créé par les banques. Et donc avec ça, très souvent, elle va financer des projets. Là, on a beaucoup parlé du projet ICOP de Total en Ouganda. Et il y a beaucoup de banques françaises qui sont impliquées dans ce financement-là, par exemple, qui va forer des puits de pétrole, qui vont passer par... avec des pipelines qui vont passer par, je crois que c'est le lac Victoria, si je dis pas de bêtises, et qui est la plus grande source d'eau non salée d'Afrique. Et on se doute qu'il y a quand même des risques énormes là-dessus sur à la fois tous les écosystèmes, et puis ensuite d'extraire encore toujours plus de pétrole, quoi. Donc ça, c'est un exemple très concret. Ouais. Mais aujourd'hui, si on regarde les montants des financements, je crois que depuis la COP 21, c'est quand même 6 000 milliards qui ont été accordés par la Banque mondiale aux fossiles. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'elles ont accordé aux énergies renouvelables, c'est ce qu'elles mettent souvent en avant, et ce qui progresse, ça reste à la fois une goutte d'eau. Ouais, ça allait être une de mes questions. Je pense qu'on y reviendra après sur le côté, ce qui peut toucher à la finance verte. Ok, bon, alors on en parlera après, mais alors juste un truc. En fait, très très souvent les banques donc mettent en avant ce qu'elles font pour la finance verte, mais faut aussi regarder que
ce qui est important aussi dans la transition, c'est pas d'additionner des énergies vertes, c'est surtout de réduire les énergies noires, enfin les énergies fossiles, Ouais. parce que en fait, ce qui compte, c'est vraiment, il faut que les renouvelables ou des énergies décarbonées remplacent ces énergies-là. Si on a plus d'éolien, si on a plus de nucléaire, si on a plus de solaire, mais que on continue d'avoir la même quantité de charbon et de pétrole, bah en fait, ça servira à rien. Alors, ça accélérera pas le réchauffement climatique, mais ça le ralentira pas non plus. Et là, on n'est plus au stade de ne pas l'accélérer, on est au stade de le ralentir et de l'annuler si on y arrive. Ouais, tu as entièrement raison, effectivement, on doit, réduire, notre dépendance aux énergies fossiles en substituant, ces fossiles aux énergies renouvelables et aux énergies plus décarbonées. Je reviens juste, sur le point, de création monétaire, juste pour bien comprendre. Donc cet argent, quand la personne achète un appartement, cet argent donc va être, si on prend l'exemple, hein, si on file l'exemple, donné à l'agence immobilière à laquelle on a acheté l'appartement et donc ça veut dire que l'individu, quand il va rembourser son prêt, l'argent va être de l'argent quelque part en plus donné à la banque qui ensuite peut être investi dans des projets fossiles? Alors, non, j'ai pris l'exemple de l'appartement parce qu'en fait, c'est pour que tout le monde comprenne, mais c'est aussi ce qu'elle fait quand elle fait n'importe quel crédit. D'accord, Et en fait, cet argent, il est détruit derrière. OK. Quand on le rend à la banque, c'est de la destruction monétaire, et la seule partie qui n'est pas détruite, c'est les intérêts. D'accord, OK. Qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de super trucs qui expliquent ça. Si ça intéresse les gens qui nous écoutent, il faut aller voir les vidéos de Eureka sur YouTube qui OK, vulgarisent extrêmement bien le sujet, qui vraiment en plus sur des sujets très climatiques très souvent. Il explique énormément ce qui se passe de la finance. D'ailleurs, il a créé un super livre d'accord. dont Tu as j'ai le nom de ce plus le livre ou? nom, mais je pourrais le retrouver, qui a une Ouais, couverture orange, qui est très intéressant on mettra et dans les commentaires qui du explique plein de podcast. choses sur la création monétaire et c'est très intéressant et c'est très très contre-intuitif hein, comme sujet. Mais la banque crée de l'argent, on lui rembourse, elle le détruit sauf les intérêts. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a que la quantité de crédit. C'est pour ça qu'on parle souvent euh, du surendettement des États ou des ménages, mais en fait, il n'y a que ce surendettement qui peut réussir à augmenter la masse monétaire en circulation. Et donc, plus il y a de dettes, plus il y a d'argent qui circule, et plus on peut progresser. Donc, la dette et la croissance sont fortement liées, D'accord, même ouais. si pas à 100%, mais il y a beaucoup de liens. OK. Bah, écoute, déjà merci pour, là cette grande présentation. Je pense que maintenant c'est un petit peu plus clair en fait ce lien entre, finance et réchauffement climatique. J'ai envie qu'on parle aussi un petit peu de la finance verte parce que, c'est une finance, j'ai l'impression, qui s'est créée un petit peu en parallèle, des activités plus classiques. On en entend plein de choses, on voit plein de choses, des obligations vertes, le marché du carbone. Il y a un peu plein de termes dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes, sans bien sûr la rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'on doit retenir, sur la finance verte et pourquoi c'est différent de la finance classique? Alors, il y a plein il y a presque autant de définitions de finance verte qu'il y a de gens qui en font. OK. Mais alors, tu vois, sur de la finance verte, il peut y avoir de la finance durable, de la finance à impact, de la finance ESG. Mais alors, dans l'ensemble, les grands principes qui vont régir la finance verte ou même la finance Sustainable Finance, c'est ESG, donc E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. C'est des principes qui font que normalement, quand on veut faire de la finance, hein, on doit respecter si on veut faire ça bien. Euh, je crois que la finance verte aujourd'hui, euh, les premiers, ça fait 25, 30 ans que c'est apparu pour la première fois, parce qu'il y a des investisseurs qui sont, dans un premier temps, rendus compte que certaines entreprises qui avaient des meilleures performances étaient régies par ces principes-là. Donc une bonne gouvernance, par une bonne gestion, un impact positif pour la société, toutes ces choses-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment né comme ça, c'est vraiment arrivé de par des gens qui disaient on peut gagner plus d'argent avec ça. Et puis ensuite, quand les problématiques du réchauffement climatique, de l'augmentation des inégalités quand ces problématiques se sont un peu plus imposées dans le débat public, plus de monde sont allés sur ces sujets-là et ont un peu abandonné l'idée de se dire qu'ils pouvaient gagner plus d'argent avec ce type de finance-là. Et donc se sont dit, moi je veux faire de la finance, mais je veux faire de la finance qui va faire du bien. Et donc l'idée de la finance verte, la finance à impact, alors finance à impact ça va plus loin que même la finance durable, c'est de pouvoir financer des projets qui vont avoir un impact positif soit sur la société,
en réduisant les inégalités, soit sur l'environnement en permettant de financer des travaux d'économie d'énergie, d'énergie bas carbone, de transport décarboné, une alimentation plus durable. Et après, il y a une multitude de différents labels, il y a une multitude de différents euh, de différentes méthodologies pour pouvoir calculer ça. En France, on a eu le label ISR qui Ouais. qui a plein de défauts. Donc ISR, investissement socialement responsable. Ouais, Ouais. mais qui prend pas que socialement. Il y a aussi il est basé sur les piliers ESG. D'accord. Mais du coup, il a plein de défauts parce que en fait, il y a une méthodologie qui est très permissive. Et en fait, on laisse libre à un petit peu tous les gestionnaires de fonds de faire un peu ce qu'ils veulent, tant qu'ils justifient qu'ils ont appliqué une méthodologie. Elle n'est pas forcément très cadrée. Il y a aussi la difficulté de savoir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Il y a des grands débats à l'Union européenne, par exemple, en ce moment, c'était ce qu'on appelait la taxonomie verte européenne. Donc en fait, l'idée, c'était de se mettre d'accord sur quel type d'énergie est verte. Alors, je sais pas où ça en est là en ce moment avec la crise ukrainienne, mais les Allemands poussaient fortement pour que le gaz soit considéré comme vert. Okay. Le gaz émettant moins de CO2 que le charbon ou le pétrole. Les Français voulaient pas. Ouais. Les Français voulaient que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte, qui émet très très peu de CO2. Les Allemands étaient pas trop chauds. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout dépend de ce qu'on regarde. Et en fait, la finance verte, la finance à impact, ça regroupe beaucoup de choses. Et pour certains, c'est la biodiversité qui va primer. Pour d'autres, c'est le CO2. Pour d'autres, c'est le social. Et selon ces prismes de lecture-là, on se retrouve à avoir plein de débats qui très souvent sont compliqués à avoir et compliqués à résoudre. Donc c'est la finance verte, c'est quelque chose qui a pour but de faire du bien à la planète et aux humains. Mais de quelle façon, c'est difficile à voir et il y a autant de finances vertes du coup que de personnes qui en parlent. Ouais, j'ai l'impression autant de définitions que de subtilité dans les verts durables, etc. Je pense qu'on peut rester sur la finance verte. C'est la finance qui va financer des activités plus soutenables pour l'environnement et la société. Si ça te va, ça va. On garde cette définition. Ok, parfait. Et bien écoute, j'ai envie qu'on puisse enchaîner peut-être avec Gringot. J'ai envie de te demander si Gringot s'inscrit dans la finance verte. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Et ben c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ce qu'est Gringot, comment c'est né, pourquoi cette idée, cette idée peut-être un peu folle aussi de vouloir créer une banque. Alors, on n'est pas tout à fait une banque, j'y reviendrai après, je t'expliquerai un petit peu les différents les détails et on a l'ambition de l'être un jour. Mais Gringot, c'est né en juin 2020. Après le premier confinement. Ouais, alors c'est né un peu avant, mais c'était une idée avant et officiellement... la société Gringot a été créée en juin 2020 par 3 personnes. Maud, qui est la Chief Marketing Officer de Gringot, Fabien, qui est notre CTO, donc Chief Technology Officer, et moi-même. Donc on est 3 associés. Aujourd'hui, on est une trentaine, un peu plus que 34 chez Gringot. On a beaucoup grandi récemment. Et en fait, l'objectif de Gringot, c'est aujourd'hui, on parlait de ces banques qui font pas bien les choses. En France, on a des banques qui font mieux les choses. Le crédit coopératif par exemple, la Nef ou même la banque postale dans un autre secteur. Sauf que en fait c'est des banques qui sont totalement, et désolé pour ceux qui sont totalement ringardes, totalement à la ramasse d'un point de vue technologique, d'un point de vue de la communication. Et du coup, ce qui se passe avec ces acteurs-là, c'est qu'ils vont attirer des gens qui sont assez loin dans leur transition. C'est très très bien, il en faut, mais la réalité c'est que on va pas transformer la société en ayant une poignée de personnes qui est autant investie dans la transition. Quand tu dis loin, c'est déjà très avancé, très engagé. Très précurseur, très early adopter. Parce qu'on pouvait aussi comprendre le loin dans le sens pas du tout dans les clos. Non, ils sont très loin, ils sont très en avance. Et en fait, nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est très bien, mais le fardeau, si je puis dire, de la transition, il peut pas continuer à être porté par une minorité de Français et d'Européens, mais par tout le monde. Et pour ça, il faut réduire les freins à l'adoption. Il faut que ça devienne plus sympa de rejoindre ces banques-là. Il faut que l'effort qu'on demande aux gens de changer de banque, il faut qu'il soit réduit. Il faut qu'on parle d'un sujet qui intéresse plus les gens, parce que là, on parle d'environnement, on parle de finances, qui sont des sujets très anxiogènes. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que c'est des sujets qui deviennent un peu plus cool? On parlait de marketing, on parlait de psychologie, mais c'est vraiment tout ce qu'on essaye de faire avec Gringot, c'est de rendre ça
plus attractif pour le commun des mortels, pour les gens qui se disent bah l'environnement, ouais, moi je fais des trucs, mais bon, je sais que c'est pas assez, mais bon, en même temps, c'est compliqué. Et nous, tous ces gens-là, c'est ceux qu'on essaye d'attirer avec Gringot, et c'est de se dire bah non, tu vois, c'est pas si compliqué, et toi aussi à ton échelle, tu peux faire un effort. Et donc c'est là où est né Gringot, parce qu'aujourd'hui nous on pense vraiment que tout le monde doit pouvoir avoir un impact, parce que tout le monde a de l'argent, alors certains plus, d'autres moins, mais on a plein de façons d'agir dans notre consommation aujourd'hui, sur nos vêtements, sur ce qu'on va manger, sur nos produits de beauté, sur comment on se déplace, plein de choses, mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui quelque chose d'accessible pour que son argent travaille en accord avec ses valeurs. Et donc Gringot, c'est pour ça qu'on a lancé Gringot. Alors, on n'est pas tout à fait une banque, parce que pour être une banque, en fait, au sens de l'ACPR et de la Banque de France, c'est avoir ce qu'on appelle une licence d'établissement de crédit. D'accord, ok. C'est très très long et très très cher d'avoir ça. C'est notre objectif, il nous faudra quelques dizaines de millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a un statut moindre avec Gringot, et ce statut-là ne nous permet pas de faire de crédit. On peut faire des comptes courants, ce qu'on fait déjà, des comptes de paiement. On peut faire des produits d'épargne et d'investissement, ce qui arrive en janvier 2023. Et le crédit, on va pouvoir en faire via des partenariats, mais pas pour tout de suite. Et ça, c'est la grosse différence avec un Société Générale ou un BNP Paribas. On ne pourra pas encore financer l'achat de votre appartement avec Gringot, même si on y travaille. Ok, mais dans le futur, quand tu auras donc ces 10 millions, peut-être. Ouais, très certainement. Même plus que 10 millions. Plus que 10 millions, ouais. Effectivement. Et donc là, quand tu dis 10 millions, c'est 10 millions d'argent en fait, c'est des agglomérés c'est des fonds propres. C'est des fonds propres. Donc c'est même pas de l'argent des particuliers sur nos comptes, parce que ça, on les a déjà. C'est vraiment des fonds propres, l'argent qui permet de financer la boîte. Ok, donc effectivement, la marche est encore haute. Ouais, la marche est encore haute. La marche est encore haute, et 10 millions, c'est pas assez. Hein. Certains se sont cassés les dents avec 3 ou 4 fois plus que ça. D'accord. Donc oui, c'est long. Okay. Mais c'est notre objectif. On est sur un objectif de 6 à 7 ans, quand même. Ouais, d'accord. Tu m'as dit plein de choses, là, il y a plein de trucs géniaux sur lesquels j'ai envie de rebondir. Je vais y aller un par un. Le premier, c'est concernant la désirabilité. Tu m'as dit les banques actuelles qui du coup attirent aujourd'hui des acteurs engagés. En fait, elles sont pas assez sympas, c'est pas facile d'y aller. Quelque part, on touche vraiment à la désirabilité. C'est quoi les leviers que vous avez utilisés justement pour faire en sorte que Gringot soit beaucoup plus désirable pour la cible que vous avez targetée? Mais alors déjà, c'est sur des aspects de communication. Nous, en fait, personne kiffe parler à son banquier. C'est toujours très austère, plein de cordialement, plein de... Et nous, en fait, ça, on se dit, ok, est-ce qu'aujourd'hui... Alors, on s'adresse principalement à des jeunes. Hein. Nous, notre cible chez Gringot, elle a moins de 40 ans. D'accord. Et donc, c'est nous, Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui? On en a à 8500. Ok. 8500, on s'est lancé en 6 mois, donc c'est un super lancement. Hein. On a fait un des meilleurs lancements de FinTech en Europe. D'accord. Sur du B2C, donc on est très très content de ce lancement. Globalement, on a une communauté qui est extrêmement supportive, avec 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Je vous vois un petit peu sur les réseaux sociaux. Et on en parlera après, et c'est une de nos grandes réussites. On est très très fiers et très très émus aussi de tout ça. Mais alors c'est dans la communication où c'est important de expliquer, de parler aux gens en fait, comme ils pourraient pas forcément parler à leurs potes, mais comme ils ont envie qu'on leur parle, pas être sur du jargon technique, leur répondre rapidement. C'est sur un service client qui va être aussi vraiment à l'écoute. On peut nous appeler, on peut nous parler par email, on peut nous parler si on préfère sur Instagram, sur plein de réseaux. Et au-delà de ça, c'est la création d'une communauté. Aujourd'hui, nous, on fait participer tous nos membres aux décisions de Gringot. On les a fait choisir des projets qu'on finançait par des votes. On les a fait choisir même notre logo à l'époque. On leur fait choisir plein de choses. Ils ont notre roadmap qui est public. Ils peuvent voter pour notre roadmap, pour les prochaines features qu'ils vont lancer, pour des priorités. Et l'idée de tout ce qu'on fait à Gringot, c'est la création d'un club, d'une communauté de personnes qui sont engagées et qui veulent faire avancer les choses avec nous. Et ça, c'est très important parce qu'en face de nous, on a des acteurs qui sont des énormes mastodontes. Certains ont 100 millions d'euros de budget marketing par an. On n'a même pas un dixième de % de ça. Et donc, comment on fait? Et donc, nous, l'idée, c'est de réussir à rendre Gringot plus désirable de par la création de cette communauté, de par afficher les valeurs aussi qu'on défend avec Gringot. Nos membres sont très actifs sur les réseaux parce qu'ils sont fiers d'appartenir à Gringot et ils ont envie de le montrer à leurs amis, à leurs collègues ou à leur famille que eux font bien les choses, et donc ce sont aussi des ambassadeurs.
qui vont parler de nous dans leur quotidien et ça, pour nous, c'est génial. Ok, donc si je résume, on a quelque part la communication, l'accessibilité et la transparence que vous avez Ouais. et les ambassadeurs, votre réseau d'ambassadeurs La qui véhiculent vos transparence, c'est messages. super important, hein. Tu vois, je te disais que nous, on n'est pas une banque. Il y a plein de néobanques qui t'auraient pas dit ça de façon si transparente que ça. Tu l'aurais vu en fouillant dans les conditions générales que c'est pas une banque. Moi, nous, on le dit, c'est écrit sur le site. On a une page sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, qui explique nos limites, des choses qu'aujourd'hui on fait pas bien. On a Mhm. un rapport d'impact et un impact CO2 qu'on a publié avec tout ce qu'on peut améliorer. Mais nous, on est persuadé qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi beaucoup dans la finance, c'est la transparence. C'est un sujet qui est très très compliqué, Ouais. que personne ne comprend, hein. Même moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans la finance. Et en fait, c'est pas acceptable qu'il y ait ce flou-là. Donc cette transparence, elle est très importante et les gens apprécient énormément. Alors, tout ce que je te dis là, c'est uniquement sur comment est-ce que nous, on se compare par rapport à des banques qui font déjà bien les choses d'un point de vue environnemental et éthique, hein. Mhm. On parlait de ça. Donc, d'un point de vue purement marketing, ouais, c'est ce que nous, on apporte. Ok, bah écoute, super. Et en fait, tout ça, oui, ça me pose une autre question. Est-ce qu'à un moment, la communauté, donc bien qu'elle soit hyper active et aujourd'hui un levier, je pense, de croissance et d'acquisition aussi pour vous, vraiment super, est-ce qu'il n'y a pas un moment, une limite où en fait la communauté, bah, finalement, elle est trop grosse et c'est compliqué à gérer? J'imagine que vous n'êtes pas dans ça actuellement, mais est-ce que c'est une crainte que vous avez peut-être pour la suite? Non, c'est pas vraiment une crainte. Nous, on est très contents d'avoir cette communauté. Aujourd'hui, il y a des Time for the Planet que tu dois connaître sûrement, une Ouais, communauté bien qui sûr. est beaucoup plus grosse que la nôtre. Alors, ça leur prend du temps, mais ils arrivent à la gérer, j'ai l'impression. Enfin, je sais qu'ils arrivent à la gérer. Mhm. Donc, moi, ça me fait pas peur. Ça va être du travail. Mais nous, on est très contents aussi de pouvoir rassembler, de pouvoir fédérer autant de monde autour de nous. Et c'est génial d'arriver à montrer que, bah, en fait, on peut faire les choses et que les gens sont prêts à bouger. J'ai une autre question concernant donc l'argent aujourd'hui qui est détenu par les particuliers qui ont Greengot. Concrètement, donc tu nous disais que vous ne financez pas de projets liés aux énergies fossiles. Concrètement, aujourd'hui, où va cet argent? Quel type de projet vous financez? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, je te parlais aujourd'hui de deux utilisations enfin, de la finance pour financer la transition, pour agir sur la transition. Euh, Nous, aujourd'hui, chez Gringot, on a un compte courant. Ouais, Sur ce compte courant-là, il agit de façon principalement comme qui va te permettre en fait d'agir sur ta consommation. Pourquoi? Parce que on a un calculateur de CO2 sur chacune de tes dépenses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une dépense, nous on va te dire ok, grâce à des données qu'on a récupérées de l'ADEME et de d'autres bases de données, on considère que cette dépense-là a émis X kilos de CO2. ok. L'idée c'est de t'apprendre et de te diriger et in fine de réduire les émissions de CO2 de ta consommation. Ça c'est une chose. Tu as une deuxième chose qui est, tu sais, à chaque fois que tu fais une transaction par carte bancaire, Mhm. normalement la banque prend des commissions directement aux marchands. Des frais en fait, Ouais, ouais, des ok. frais. Nous, en fait, ça, on les rétrocède à des associations. Une association qui va protéger la forêt amazonienne, une association qui va ramasser des déchets plastiques et une association qui va financer des énergies renouvelables en Inde et en Turquie, deux pays qui ont des mix électriques très fortement dépendants du charbon. D'accord, ok. Donc ça, c'est du don. Ça, c'est pas de l'investissement, c'est vraiment du don Ouais. qui coûte rien. Enfin, à nous aussi, mais ça fait partie de ce qu'on fait. Et l'argent qui est sur les comptes courants aujourd'hui, nous, on n'en fait rien. On n'en fait rien. On travaille aujourd'hui pour investir une partie de ces dépôts-là, 15 à 20%, sur des projets à impact, mais on n'a pas encore trouvé les bons projets. Pourquoi je te dis ça? Je te disais au début que les banques avaient deux façons de financer des projets, soit avec la création monétaire. Nous, on n'y a pas encore accès parce qu'on n'est pas une établissement de crédit, soit en finançant avec des dépôts, Mhm. les comptes des autres. Les comptes des autres, sur les comptes courants, doivent rester très liquides. Et donc, c'est difficile parce qu'en fait, si des gens peuvent dépenser l'argent, ils peuvent en avoir besoin à tout moment. Ouais, Et donc, effectivement. c'est difficile de pouvoir investir 100%. Et en général, alors pour les grosses banques, c'est plus que 15%, mais c'est rarement plus que 30% de l'ensemble qui peut être investi. Nous, on travaille encore à trouver les solutions là, mais on est dessus. Et donc nous, la façon dont on agit avec le compte courant, c'est déjà au moins on n'investit pas dans les fossiles. Ce qui est, comme je le disais au début, un vrai impact parce que on ne permet pas d'investir avec ce compte courant sur des projets impact, mais au moins tu coupes ta contribution aux fossiles. Et donc c'est pour ça, donc il y a ce compte courant. Et c'est pour ça que là, on va lancer après Noël notre compte épargne qui lui
comme il n'a pas cette obligation de liquidité, va nous permettre d'investir dans des projets impact. Ok. Et en fait, l'idée de ce qu'on a avec Gringot, c'est le compte courant, c'est pour faire du don, c'est pour orienter ta consommation, et tes produits d'épargne et d'investissement, eux, vont vraiment te permettre de financer la transition. Et donc là, je peux continuer sur notre thèse d'investissement qu'on va avoir, si ça t'intéresse. Allez, enchaînons. Est-ce que tu connais les différents scopes 1, 2, 3 ? Les scopes ? Les scopes, ouais. Oui, je pense que c'est pas mal de les rappeler à nos auditeurs. Ok, bon, alors grosso modo, il y a en général, quand une boîte dit qu'elle est carbon neutral, c'est qu'elle parle que du scope 1. En fait, le scope 1, ça va être vraiment une boîte qui, sur une boîte de service, simplement, si je dis pas de bêtises, l'électricité qu'elle va, même pas l'électricité, juste ses collaborateurs qui vont se déplacer, pas grand chose en fait. Ouais, le chauffage des bâtiments. Le chauffage des bâtiments, c'est ça, ouais, peut-être l'email. Et en fait, du coup, Google dit qu'il est carbon neutral parce qu'en fait, il plante des arbres qui compensent, voilà, tout ça. Ce qui est pas forcément la réalité. Derrière, il y a le scope 2 qui va être plus global. Le scope 2, ça va prendre en compte l'empreinte de produits qui sont achetés et des produits qui sont revendus. Par exemple, un fabricant de voitures, il va utiliser de l'acier, et donc c'est l'empreinte CO2 de cet acier qui a été produit. Oui. Et derrière, il y a le scope 3 qui va être l'usage aussi du produit qu'on va en avoir. Un fabricant de voiture qui va utiliser, en fait, la voiture, elle va émettre du CO2 derrière. Via le carburant, Via etc. le carburant, toutes ces choses. Et la fin de vie aussi. Et la fin de vie. Ouais. Et bien nous, chez Gringot, on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde un truc qui s'appelle le scope 4, qui est de plus en plus regardé. Mais Je n'en ai jamais entendu parler. Voilà. Et en fait, le scope 4, c'est le gap de CO2 qui est obtenu en switchant d'usage pour les services ou le produit d'un nouvel acteur. T'as un exemple un peu concret ? Ouais. En fait, par exemple, Alstom, qui fabrique par exemple des trains, des rails, ça émet énormément de CO2 parce que c'est très intensif en énergie. Sauf que ça permet de ne plus utiliser une voiture, mais le train. Et donc, ça évite des émissions de CO2. Et donc, nous, en fait, c'est vraiment ce qu'on regarde avec Gringot, c'est financer les industries et les entreprises dont le cœur de métier permet d'éviter des émissions de CO2 au global. Et en fait, aujourd'hui, si on se contente d'une analyse scope 1, 2, 3, on pourrait se dire, moi, j'investis que dans les trucs verts parce que j'ai investi dans Google. Super, Google émet peu de CO2 si on regarde ces 3 scopes, mais parce qu'en fait, Google est très très loin de la transition. Oui. Ça, voilà. Et c'est pas en investissant dans ces entreprises. Alors Google, je caricature évidemment, hein, mais personne dit ça, j'espère. Mais Google va pas transformer le monde, en tout cas d'un point de vue environnemental, même s'ils font des choses et tout. Hein. Mais nous, on pense vraiment que ce qui est intéressant, c'est de financer des secteurs, donc une agriculture plus durable, des transports bas carbone, des énergies bas carbone, et, le ramassage, la transformation des déchets, qui vont changer des industries, qui vont être en compétition avec des industries qui sont très polluantes et qui vont permettre d'éviter du CO2. Et ça, en fait, du coup, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, d'un point de vue communication, est plus difficile à expliquer parce que on peut se retrouver à financer des entreprises qui vont être alignées à une politique 2 degrés, mais qui vont entrer en compétition avec des entreprises qui, elles, sont plutôt sur du 4. Et en fait, ce qui est très important, c'est que quand on parle de transition, ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est le chemin qui est parcouru. Par exemple, là, en ce moment, à Paris, il y a un grand débat sur les trottinettes électriques qui veulent interdire. Et en fait, tout le débat autour de la trottinette électrique, c'est qu'est-ce que ça remplace ? Est-ce que ça remplace la marche à pied ? C'est ça. Ou est-ce que ça remplace, alors des voitures a priori pas trop, mais même des scooters. Si ça remplace la marche à pied, c'est pas bien du tout. Si ça remplace des scooters, ou des motos, c'est super. Et maintenant, le truc, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir la vraie data ? Pour les trottinettes, en tout cas, je veux dire. Et nous, en fait, c'est exactement ce sur lequel on se place avec Gringot. On veut financer des entreprises qui nous font faire le plus grand chemin. Même si elles ne sont pas tout à fait à ce 1,5 qu'on essaye d'avoir, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à faire un -2 grâce à ces entreprises. Et pas qu'elles soient à 1,5, mais qu'elles ont remplacé un usage qui était à 1,6. Oui, voilà. Ok. Donc, si je reboucle avec les activités donc, d'épargne qui vont débuter en janvier 2023, quand les épargnants auront leur argent placé sur leur compte, vous, derrière, vous allez pouvoir investir dans des projets qui vont accélérer la transition d'entreprise
qui vont du coup amener une transformation des usages quelque part. Des usages et de la consommation. Et de la consommation, ouais. C'est ça. Donc on va pas être sur le même type d'entreprise que celle que vous soutenez là sur le côté plutôt don qui est réalisé via les frais. Le côté don, il a aucun d'interchange. but lucratif. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est sanctuarisation de la forêt amazonienne. Nous, il y a 0 € derrière de bénéfices là-dessus. En revanche, sur la partie d'investissement et épargne, là, oui, il y aura, ils se feront des comptes qui seront rémunérés. On gagnera pas des millions d'euros avec ces comptes-là, hein, c'est pas l'objectif, mais au moins on est sûr que son argent agira dans le bon sens. Ça me fait penser, quand tu me disais on gagne pas des millions d'euros, ça me fait penser à une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle du business model. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment ça fonctionne très simplement, ouais. Gringot, c'est payant, c'est 6 € par mois. D'accord. Et du coup, avec ces 6 € par mois... Pour tout le monde ? Pour tout le monde aujourd'hui. On a beaucoup d'étudiants qui nous demandent de faire des comptes moins chers pour eux. D'accord. C'est compliqué parce que ça nous coûte cher, on a des salaires à payer, et à 6 € par mois, c'est déjà très peu hein, pour nous, on n'est pas rentable encore avec Gringot. Et on gagnera de l'argent sur les produits d'épargne dans le futur, mais aujourd'hui, notre seule source de revenus, c'est ces 6 € par mois. J'aimerais bien maintenant qu'on parle du sujet de l'expérience, plutôt je devrais dire de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancée. Alors il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se montent dans le domaine de la transition. Ça a été quoi un peu les grands jalons, quelque part les choses un peu difficiles peut-être auxquelles tu t'attendais pas, qui t'ont surprise, que tu pourrais nous partager ? Alors c'est super difficile. Très honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Parce que je repense à ton intro et quand tu m'avais dit juste au début, oui, c'est difficile de faire bouger les choses de l'intérieur, je me dis, est-ce que c'est pas aussi hyper difficile de monter une boîte dans ce domaine from scratch en fait ? Alors si, mais c'est peut-être un peu moins frustrant parce que en fait, quand tu fais de l'extérieur par rapport à être de l'intérieur, au moins tu vois les choses avancer. Et au moins, ça dépend Alors, ça dépend aussi beaucoup des autres, mais... T'as un sentiment de contrôle peut-être un peu plus fort. T'as un sentiment de contrôle où certains peuvent peut-être aller des fois préparer des super dossiers, aller montrer à leur N+1, à leur N+2, et en fait, qu'ils les regardent même pas. Au moins, t'as pas ça. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est pas totalement avec vrai. Avec bienveillance quand même. Mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même quand ça marche pas. Mais tu vois, moi, dans l'entrepreneuriat, il y a une citation que j'aime beaucoup et je pense qu'il faut que j'en fasse ma devise. C'est Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais se lasser. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça, quoi. Ouais, et c'est une vision américaine aussi des choses, parce qu'en France, l'échec, quand même... Ouais, mais alors quand je te dis l'échec, c'est pas l'échec de ta boîte, c'est l'échec d'une idée. C'est-à-dire que tu veux faire ça marche pas. Du coup, tu dis, bon, ben, je vais essayer comme ça marche pas, jusqu'à ce que ça marche, et tu passes à l'étape d'après. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout linéaire. Et c'est extrêmement frustrant quand on a l'habitude de bosser dans une grande boîte dans lesquelles les choses sont beaucoup plus linéaires, on a un projet, il est validé et ça monte et voilà. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu n'aies pas réussi ce que tu voulais faire, t'es au point zéro. Et tu peux avoir bossé pendant 1 mois sur quelque chose, il s'est rien passé et t'as pas du tout le sentiment d'avoir avancé et finaliser le truc le lendemain. Oui. Parce que il faut plein de choses. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Et c'est une vision américaine. Si on dit je coule une boîte, j'en recommence une et tout. Non, moi je vais pas jusque là. Si on est borné et qu'en fait on n'accepte pas de vouloir un petit peu ce qu'on appelle pivoter, faire les choses un peu différemment ou changer de partenaire à un moment, très souvent on n'y arrive pas. Et donc il faut avoir l'esprit très ouvert et surtout être motivé pour pouvoir se lancer parce que on n'y arrive pas du premier coup, on n'y arrive jamais du premier coup et ce qui peut du coup être un peu frustrant, on a un système éducatif en France qui fait qu'il faut toujours réussir du premier coup et que c'est pas très compatible je trouve avec de l'entrepreneuriat. En tout cas jusqu'au bac, après tout dépend des voies de chacun, mais jusqu'au bac c'est un peu comme ça que les choses se passent. Donc ça peut être très frustrant, mais après c'est extrêmement gratifiant. Les échecs sont vécus très difficilement et les joies très intensément. Donc en fait, c'est un démultiplicateur un démultiplicateur de toutes les choses. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, après, il peut se vivre de plein de façons différentes, hein, mais il faut aussi être prêt à beaucoup travailler. C'est quelque chose qui, clairement, moi j'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Okay. Donc ça, après, certains me disent qu'ils sont entrepreneurs en travaillant de 9h à 18h. Et après, il y a quelque chose aussi il faut faire très attention aux conseils des gens. Donc peut-être que tout ce que j'ai dit là ne vaudra pas pour les gens qui nous écoutent, parce que en fait, c'est tellement important de persévérer dans ce qu'on fait
qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais ton idée, elle est pas bonne, ça va pas marcher. » Et combien de fois on nous a dit ça et combien de fois derrière, en fait, on a réussi à faire les choses. Parce qu'en fait, quand tu commences à regarder un secteur, quand tu commences à regarder un marché pendant des heures et des heures, que tu as parlé à plein de gens, on devient vite plus expert sur un sujet que les gens qui nous disent que ça va pas marcher. Okay. Et donc, il faut faire très attention à tout ça et très souvent en parler à sa famille, à ses amis, ils peuvent souvent nous dire « Ah ouais, bon, bof et tout ». Et faut pas se décourager de ça. Quand on croit vraiment à quelque chose, il faut vraiment essayer d'aller au bout avant de se décourager. Vous avez eu là dans l'aventure des moments vraiment de découragement Ah ouais, hyper forts? plein de fois, ouais. T'as un exemple, une anecdote à nous partager? Alors, on a des gros sujets, nous, de conformité chez Gringot, parce que c'est très important. La régulation bancaire, être compliant avec les réglementations de la Banque de France. Et quelques jours avant notre lancement, j'étais en train de travailler avec la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement, pour avoir un prêt. Et donc, ils nous demandent tous les documents pour montrer qu'on est à jour et qu'on a les agréments qu'il faut. Ça fonctionne un peu comme un cabis. Donc, tu vas sur un site, il faut... Voilà. Et je vais sur le site et on n'y est plus. Et du coup, j'appelle Maud et Fabien et je dis, bon, on nous a enlevé notre agrément. Parce qu'en plus, c'est difficile on ne discute pas forcément avec la Banque de France en les appelant « Qu'est-ce que tu as fait de mon agrément ?» et donc ça nous arrive un vendredi après-midi. Et vous n'aviez pas été prévenu que l'agrément avait été retiré? Non, on n'avait pas été prévenu. Donc on passe tout le week-end à se dire « Bon, là, on était fatigués, on dit on arrête tout, quoi. On n'a plus la force d'aller au bout, on arrête. » Et en fait, le lundi matin, on était de nouveau sur le truc et c'était juste un bug informatique. Et donc, tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui t'arrivent. Bon, c'est pas... In fine, moi, j'en rigole à la fin, mais sur le moment, c'est très, très dur. Et si t'es pas un peu nerveusement solide, tu passes un très, très mauvais week-end. Bon, on a passé un très, très mauvais week-end tous les trois. Mais bon, c'est plein de choses comme ça. Et du coup, il faut être accroché parce que comme je te disais, tu peux aller très très bas. Et si t'es tout seul, c'est dur, je pense. T'as énormément de problèmes et du coup, ça t'apprend aussi à relativiser d'autres problèmes que tu peux avoir parce que t'en as des beaucoup plus gros et donc tes petits problèmes te disent bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Mais voilà, après, moi je pense aussi que y a beaucoup de gens, l'entrepreneuriat devient vachement à la mode, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on s'en fout de ce que tu fais, il faut juste trouver un secteur où tu vas pas faire de l'argent et tout. Moi je crois quand même qu'il faut que tu sois passionné par ton sujet. Plein d'entreprises B2B qui vont vendre des boulons, je prends un exemple et tout, bon, très bien si c'est ça qui te fait kiffer, mais moi je considère qu'il faut vraiment que tu aies une motivation plus grande derrière que juste être entrepreneur, parce qu'en soi être entrepreneur, ok, mais de quoi? Et personnellement, j'aurais probablement pas pu autant m'accrocher à ce qu'on fait si la finalité ne m'intéressait pas autant et il pouvait pas avoir autant de bénéfices pour le monde, quoi. Ouais, et puis quelque part, j'ai le sentiment que vous aviez construit une vision quand même sur le projet. Ouais. Et c'est à ça, j'imagine, que tu te raccroches aussi. Ouais, bien sûr. C'est que quand on est un peu... Alors ça va bien en ce moment, on est content, hein, mais quand on est un peu au fond, on se dit, on se rappelle pourquoi on le fait, et on se dit, écoute, regarde, tu vois, même si Gringot devait s'arrêter demain, ce qui n'arrivera pas, tous les gens qui ont pris conscience du problème et tous les gens qui sont allés questionner leur banquier parce qu'ils ont entendu parler du problème de la finance grâce à nous. Et rien que ça nous motive et ça nous rebooste, quoi. Et justement, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment des acteurs, les grandes banques françaises, de toutes les couleurs qu'elles soient, vous regardent, parce que j'imagine qu'ils vous ont bien dans le viseur. C'est quoi aujourd'hui, je sais pas, vos relations avec eux? Est-ce que vous leur parlez? Comment ça se passe? Tout dépend. Il y en a avec qui on est proche. Ouais. Je les citerai pas, bien sûr, mais c'est pas forcément les plus grosses. Ouais. Celles qui sont de taille intermédiaire, on est assez proche d'elles. On leur parle très souvent. Il y en a d'autres, c'est moins le cas. Je sais qu'il y en a une qui nous aime pas du tout. Je sais que dans leur comex, une ou deux fois, ils ont parlé de nous avec des propos pas très sympas. Okay. Ce que je peux comprendre, hein, c'est normal, on vient les embêter sur ce qu'elles font. Après, je pense qu'elles ont aussi plein d'autres chats à fouetter en ce moment, et donc on n'est pas leur priorité. Si elles peuvent nous mettre un petit bâton dans les roues, je pense qu'elles le feront avec plaisir. Vous en avez déjà reçu des bâtons dans les roues? Oui, on a reçu des bâtons dans les roues, okay. On n'est pas sûr de savoir de qui ça vient, on a notre petite idée. D'accord. Mais pas facile. Ouais. Ça compte dans les ups and downs. Ouais, ça compte dans les ups and downs, mais je sais qu'on a
au-delà de nous, on a des acteurs de la finance verte qui ont pris plus que des bâtons dans les roues par des mains. Ok. Mais voilà. Pas de problème, on s'arrête là. Et oui, j'avais une autre question à te poser. Donc, on a juste avant abordé un peu le sujet de la vision. C'est quoi la vision un peu long terme de Gringotts? C'est quoi votre objectif quelque part? Et dans cette question, je me pose aussi la question de l'échelle. Est-ce que vous avez envie de vous déployer en Europe? Tu parlais des banques italiennes tout à l'heure. J'imagine aussi que les marchés sont très différents. Mais est-ce que vous avez cette envie d'étendre le modèle? Bah, nous, avec Gringot, on veut devenir une banque, donc un établissement de crédit, donc c'est très ambitieux. Ouais. Et je pense qu'il faut l'être, hein, parce que on pourrait se dire, bon, bah, Gringot, on fait un petit truc pour 50 000 personnes et ça nous va, mais en fait, non, parce que nous, notre objectif, c'est de rassembler un maximum de monde pour avoir un maximum d'impact, et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de membres et beaucoup de monde avec nous. Ouais. Donc, on a cette ambition-là, et on a l'ambition de devenir européen. On l'est déjà, parce que bon, déjà sur nos équipes, on a des Allemands, on a des gens dans toute la France, en Allemagne. On est en train de se lancer en Belgique aussi. D'accord. Donc on est en France, en Belgique, et l'ambition c'est, alors pas toute l'Europe, mais toute la zone euro en tout cas, Ouais. parce que aujourd'hui il y a des facilités d'aller d'un pays à l'autre grâce à l'Union européenne qui nous permettraient de faire ça. Aujourd'hui, je pense que la France, c'est alors là, je vais me faire taper dessus, mais en réalité, la France, c'est 1 à 2% des émissions de CO2 mondiales. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien, surtout avec la finance, parce que la France, c'est pas 1 à 2% des émissions, c'est pas 1 ou 2% de l'épargne mondiale, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est encore un des points forts de la finance, c'est que les Français, par leur argent, peuvent agir plus que ce qui compte vraiment dans le monde, parce qu'ils sont plus riches que le monde entier. Mhm. Donc c'est un des secteurs pour lesquels, enfin c'est une des raisons pour lesquelles la finance est encore plus intéressante. Et donc je disais, la France c'est peu, c'est un petit joueur. En revanche, l'Union européenne et la zone euro, ça commence à être beaucoup plus important. Ouais. Et on pense que, surtout que de plus en plus de réglementations se font à Bruxelles ou à Francfort, c'est la bonne échelle pour agir sur la finance en tout cas. Elle se fait au niveau de l'Europe. Alors il y a plein de choses à faire à l'échelle locale, Mhm. des communes et des régions et tout ça, hein, mais sur la finance, c'est l'Europe sur laquelle il faut aller. Et je rebondis juste sur un point quand tu disais la France, c'est 2%. Ouais. Juste pour nos auditeurs, c'est aussi, je crois que la France, si je ne me trompe pas, est 8e au rang des émissions accumulées depuis qu'on a commencé à compter. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, Ouais. on est à 2%, mais on a quand même un historique oui, bien sûr. assez fort. Alors je dis pas, attention, hein, je Oui, sais bien que sûr, certains non, mais... prennent cet argument pour dire oui, c'est bien pas à sûr. nous. Alors, je sais pas du tout ce que je Ouais. dis, mais effectivement, je crois qu'en Europe, il y a quelques pays, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, après la Russie, les États-Unis qui sont devant nous historiquement, et je crois que la Chine nous a peut-être dépassé aussi, mais ça veut pas dire que on n'a pas notre part à jouer, surtout que, comme je le disais, avec notre argent, on peut agir en dehors, et puis au-delà de ça, on n'est pas 2% de la population mondiale, donc ça veut dire qu'on fait pas notre part aussi, quoi. Et de toute façon, si la réalité aussi, c'est que de façon globale, il y a des pays qui vont augmenter leurs émissions de CO2. Parce que aujourd'hui, il y a des pays en Afrique, en Asie, forcément, ils vont continuer à se développer. Et en fait, on ne peut pas leur dire d'arrêter parce que nous, on a un niveau qui est tellement élevé que eux vont continuer. Donc en fait, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts, nous, parce que nous, on va devoir diminuer nos émissions plus que notre part, parce que eux vont augmenter les leurs. Ouais. Donc voilà. Ouais, forcément. Mais oui, il faut agir en France. Hein. Je dis pas ça pour. J'avais bien compris, pas de problème. C'était juste vraiment pour bien reclarifier. Écoute Andrea, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Dans ce podcast, bon là c'était vraiment génial parce qu'on a pu parler en fait de désirabilité d'un nouveau modèle et de voir en fait comment vous avez réussi à créer quelque chose qui très facilement a été pris par plein de gens et vous avez des fortes ambitions pour la suite, donc c'est génial. Et du coup, c'est tout le cœur de discuter la désirabilité. Mais j'ai quand même envie de te poser la question que je pose à tous mes invités sur leur vision du futur désirable. Ce serait quoi pour toi un futur désirable pour le monde de la finance et de la banque? Alors, tu vois, juste un truc, avant de répondre directement à ta question, si tu me permets. Ce qui est super important, je te disais un peu au début l'idée de on n'a pas toute notre petite bulle de CO2, enfin d'atmosphère sans CO2 ou pas. Ce qui fait qu'en fait, tes efforts à toi, ils bénéficient aussi aux autres. Et en fait, si tu regardes les gens raisonnent très souvent de façon très égoïste aussi, malheureusement.
Ils aiment bien faire des efforts pour la société, mais ce qui compte in fine, c'est quand même eux-mêmes, leur famille et éventuellement leurs amis. Et du coup, nous, ce qu'on a vraiment identifié avec Gringot, et il y a plein de monde qui le dit, Jean Covici maintenant est d'accord sur ça, alors c'est pas le cas il y a quelques années, toutes les modifications qui ont bénéficié à l'environnement dans l'usage et la consommation, elles n'avaient pas pour finalité que l'environnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fait de manger moins de viande, qui est très bon pour la planète, il est aussi bon pour très bon pour la santé. Ouais, Il est très bon pour les animaux accessoirement. Le fait de faire du vélo, électrique ou pas, c'est bien pour la planète, mais c'est aussi très bien pour ta santé. Le fait de consommer bio, c'est très bien pour ta santé. Le fait d'acheter des vêtements un peu plus éthiques, c'est peut-être bien pour ta santé, mais c'est aussi bien parce que tu montres à tous tes potes, tu vois, quand tu achètes des Véja, que tu es quelqu'un de bien. Ouais, Elles et sont tu vas pas confortables. financer du travail dans des conditions compliquées à l'autre bout de la planète aussi. Ça, elles sont confortables, elles sont cool, et du coup, bah, en fait, tu as le bénéfice de trucs cool. Et c'est pour ça que la désirabilité, nous, on est persuadé que c'est quelque chose de fondamental dans la transition. Il faut la rendre désirable, et c'est pas en mettant toujours plus de contraintes. Alors, il faudra des contraintes sur certaines choses, c'est sûr, hein, mais d'un point de vue du consommateur, ça marchera pas. Les contraintes, je pense qu'elles doivent peser sur les entreprises, et le consommateur, c'est plutôt sur rendre cool le fait de consommer moins et de consommer différemment. Et c'est vraiment ce pourquoi on se bat avec Gringot. Alors, est-ce que ça peut s'appliquer à la finance dans sa désirabilité, enfin comment rendre la finance future désirable pour la finance? Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, il y a un thème qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est un truc qui vient des États-Unis, du Royaume-Uni beaucoup. C'est que tu sais, t'as un peu le truc, je pense donc je suis. Les Américains, ils nous ont bien mis je consomme donc je suis. Enfin bon, nous aussi, hein, je dis les Américains. Et en fait, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver beaucoup là-bas, qui a été un peu propulsée par des acteurs pas très vertueux, mais des Robinhood, des eToro, qui sont des plateformes d'investissement boursier. Ouais. Et en fait, il y a énormément de contenu qui s'est créé, il y a des influenceurs, il y a des comptes Instagram et tout, qui disent un petit peu, la troisième étape, c'est j'investis dans ce que j'aime, dans ce que je suis. C'est-à-dire que c'est des gars qui vont te dire, bon, en fait, si t'aimes Apple parce que tu consommes du Apple, si t'aimes Nike parce que t'aimes ça, achète leurs actions. Ouais. Et moi, je crois que ça va arriver de plus en plus en fait, tu vois, je consomme bien pour la planète et j'investis aussi des trucs qui sont bien pour la planète parce que c'est ce que je crois profondément. Et je crois que la finance aujourd'hui, et en tout cas, moi, ce que j'espère de vive voix, c'est qu'on perde une vision trop finaliste de la finance. C'est-à-dire que la finance, pour moi, ça doit arrêter d'être une finalité, mais ça doit simplement être un moyen. Et j'aimerais bien que la finance redevienne juste ce moyen de faire des choses et plus juste une finalité. C'est peut-être un secteur financier qui dégonfle un peu aussi, qui est aujourd'hui très gros, très très compliqué. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit aussi compliqué? Probablement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais est-ce que c'est désirable pour le futur? Je pense pas. Et du coup, mettre plus de transparence, permettre aux gens de voir un peu plus ce que fait leur argent, où il va, ce qui est aujourd'hui d'une complexité énorme, et surtout leur permettre d'investir dans des projets dans lesquels eux croient et avec lesquels ils sont en accord. Et sur ce point-là, ça me fait penser notamment à des acteurs comme Crowdcube, Lita.co, etc., exactement. qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps Ouais. pour justement permettre aux individus d'investir dans des entreprises dans lesquelles ils croient. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je pense que ça va encore se démocratiser de plus en plus, surtout sur les personnes plus jeunes qui aujourd'hui n'acceptent pas de voir leur argent faire n'importe quoi et ils veulent voir ce que fait leur argent et surtout au-delà de ce qu'il fait, être sûr qu'ils soient investis dans leurs convictions, quoi. Parce que c'est cool, c'est que quand, je caricature un peu, hein, mais si tu vas faire tes courses dans un maraîcher, que ce maraîcher-là, en fait, bah toi, t'as investi pour acheter des terres et que t'as investi sur ces terres-là, je trouve que c'est vachement sympa quand même de dire que ton argent il reste dans un circuit comme ça, plutôt que ce soit trop, trop opaque. Effectivement. Donc, si je résume, ton futur désirable se base sur la simplification, la transparence, quelque part, du modèle dont on a pas mal parlé en début de cette interview, moins de complexité et puis une démocratisation de l'investissement, où finalement on se rend compte que non seulement on peut agir en mettant notre argent dans des banques, des institutions, je vais utiliser ce mot, qui permettent de le diriger vers des projets plus vertueux, ou bien sûr en investissant de plus en plus directement dans des entreprises. Et j'imagine donc que Gringot s'inscrit totalement dans cette Totalement. vision.
On arrive donc à la fin du podcast. Pour finir, j'ai envie de te poser une question assez unique. Tu m'as parlé de ta vision de Gringot d'ici à 7-8 ans. On a parlé de futur désirable, on a parlé de désirabilité. J'ai envie de te demander de te présenter, mais comme si on était, je sais pas, en 2032 et tu es au micro de ce podcast. Comment tu t'introduis et tu présentes Gringot? 2032, j'aurai 40 ans. Ouais. Waouh. Eh ben, bonjour, moi je m'appelle Andrea, j'ai Bonjour, 40 Andrea. ans. Je suis le cofondateur et toujours le CEO de Gringot depuis maintenant 13 ans. Gringot, c'est un établissement de crédit qui est présent dans toute l'Europe, avec déjà 10 millions de clients et de membres, qui permet le financement de la transition et de la protection de la biodiversité, et qui a permis le financement de super projets qui nous ont permis d'éviter déjà des centaines de millions de tonnes de CO2. Voilà. Eh ben écoute, merci Andrea, on se donne rendez-vous en 2032. Ouais. Un grand merci pour ta venue. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en fin d'épisode, un truc dont tu voulais parler, un petit message pour nos auditeurs, ce que tu veux? Ouais, alors un petit message pour les auditeurs. Ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, foncez, parce que c'est une super expérience, c'est une super aventure, et même si ça marche pas, vous aurez appris plein de choses. Alors, il faut aussi se dire que on n'est pas obligé de tout quitter pour entreprendre. On peut entreprendre en continuant de travailler à un côté. Bon, faut être motivé. On peut entreprendre aussi dans sa boîte. On peut aussi entreprendre dans sa boîte, mais c'est super important. Je pense que on a d'un point de vue politique, là on parle en ce moment, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors je sais qu'en ce moment il est un peu critiqué, mais François Gémen, qui est en train de sortir son livre et qui, je suis assez d'accord avec lui, je pense que la démocratie fera pas tout, le politique fera pas tout. Il y a plein de choses qui se feront au niveau politique, mais il faut aussi que ça vienne des entreprises, il faut aussi que ça vienne des particuliers, et n'attendons pas que les politiques prennent les décisions, parce que les politiques, les gens qui sont au pouvoir, ils font partie d'une génération qui aujourd'hui est pas celle qui a trop envie de faire bouger les choses, et que le temps que notre génération, des plus jeunes, la remplace, on aura un peu chaud. Donc n'attendons pas que les autres fassent pour nous, et faisons-le dès maintenant. Super, bah écoute, merci beaucoup pour cette conclusion, Andrea. Ben, merci. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.